Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va vous parler d'un des plus gros phénomènes de l'année 2023 au niveau de la pop culture, au niveau du ciné plus spécialement. On va bien évidemment revenir sur le Barbenheimer, la sortie le même jour de Barbie et d'Oppenheimer au cinéma, qui pour les deux films ont été de deux très gros cartons. Et dans cette vidéo, puisque les films sont sortis en Blu-ray le 22 novembre, tous les deux, encore une fois, décidément Barbie et Oppenheimer ne se lâchent pas, et on a décidé, puisqu'on n'en avait pas parlé cet été, de vous donner notre avis sur les deux films avec l'ami Greg. Comment vas-tu, mon cher Greg ? Je suis bien, écoute, comme les gens le disent, je suis un peu ton yin à ton yang. Et comment tu les as trouvés, ces deux films, mon cher K ? Avant de donner mon avis, mon cher Greg, je veux revenir sur le phénomène box-office qu'ont été Barbie et Oppenheimer, parce que c'est du jamais vu dans l'histoire du ciné. Recontextualisons un petit peu. On a un mois de juillet qui, historiquement, aux États-Unis, n'est pas le plus gros mois de l'année. Plutôt au mois des mois très forts, on a avril bien évidemment, on va avoir juin, on peut avoir la fin d'année, on l'a vu avec les Star Wars et les Avatar, mais l'été, même si on a les fameux blockbusters de l'été, c'est pas un moment particulièrement prolifique pour les plus gros succès, mais plus pour des films popcorn qui vont remplir un peu les salles, mais sans plus. Et là, cette année, on a eu 3 films qui sont arrivés, qui ont été annoncés au même moment, enfin pour la même période. Donc mi-juillet, on avait Mission Impossible, qui était le gros film. On avait Barbie, qui était le film qui intriguait beaucoup parce que gros casting, et à côté de ça, une franchise, une marque extrêmement célèbre, mais un film qui est réalisé par Greta Gerwig, qui faisait des petits films indés, et donc on était très intrigués, et il y avait aucune garantie que le film soit un succès, et même beaucoup pensaient que ça allait pas du tout l'être. Et tous ceux qui vous disent non mais c'est une évidence que Barbie allait être le plus gros succès de l'année, tout cela bien évidemment réécrivent l'histoire et font ce qu'on peut appeler un bon gros mytho. Et alors on avait aussi Oppenheimer de Nolan. Nolan, ces films, quand ce ne sont pas des méga poids lourds à la Batman, sortent généralement l'été. Et là en fait il y a eu une polémique qui a été lancée notamment par Tom Cruise autour de l'IMAX, c'est-à-dire qu'on a Mission Impossible qui est sorti une semaine avant Barbie et Oppenheimer. Tom Cruise qui crie parce que Oppenheimer a pendant 3 semaines aux États-Unis l'exclusivité des salles IMAX, donc potentiellement ça flingue la carrière en salle de Mission Impossible. Et là, on voit bien qu'il y a embouteillage dans les sorties. Et en réponse, la prod de Barbie et le casting, et la prod de Oppenheimer et le casting décident de faire la promo de l'autre. Donc tout le casting de Barbie a acheté des places pour Oppenheimer et l'a montré sur les réseaux sociaux. Oppenheimer, ils ont fait pareil. Ça a été inédit. C'est totalement inédit que 2 films sortant le même jour, une semaine après Mission Impossible, décident de se booster ou de faire la promo de l'autre. Ce qui a fait que il y a eu, ça a marché, c'est-à-dire que la presse en a énormément parlé, les réseaux sociaux en ont beaucoup parlé. Et le 21 juillet, quand sont sortis les 2 films aux États-Unis, on a eu un énorme succès qui s'est confirmé sur la durée, avec un Barbie qui est devenu le plus gros succès de l'année, le sera même si l'année n'est pas terminée, mais il n'y a plus de gros films qui sortiront en 2023 suffisamment puissants pour aller chercher Barbie. Barbie va donc être le plus gros succès de l'année, et ça c'est une énorme surprise, avec 1,4 milliard de dollars engrangés, qui dépasse Super Mario Bros, qui était jusqu'alors le plus gros succès, qui écrase le Fast and Furious, écrase les Marvel, enfin voilà, gros succès. Et Oppenheimer, qui est à 950 millions de dollars, qui va avoir des ressorties qui fait que peut-être un jour Oppenheimer va atteindre le milliard. Et alors, ça c'est aussi, et je trouve que c'est une aussi grosse perf que Barbie, voire peut-être même plus. Oppenheimer, c'est un biopic qui dure 3 heures sur un scientifique américain
qui a été controversé, qui n'est pas forcément très connu du public américain de la nouvelle génération. C'était loin, très 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 loin d'être gagné. Et Oppenheimer à 950 millions. Et surtout, et c'est là où c'est bluffant, c'est que c'est un succès, les deux, sur la durée. Avec un excellent bouche à oreille pour les deux films. Ça, vraiment, objectivement, il n'y a jamais eu un cas où on a le plus gros succès de l'année et le troisième plus gros succès de l'année qui sont sortis le même jour et en plus à une période qui est pas forcément la période la plus dingue pour le ciné. Donc le Barbenheimer, qui a même eu son nom, est vraiment un phénomène ciné qu'on n'a pas du tout vu venir et qui est un phénomène ciné extrêmement intéressant. Donc voilà pour un peu l'historique de ce Barbenheimer. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis content qu'on ait pu les voir en Blu-ray, mon cher Greg, parce que j'avais envie d'en parler. On commence par Barbie, plus gros succès. T'as pensé quoi, toi, de Barbie? Bah, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Il m'a surpris pendant à peu près tout le film. Le film n'a jamais été ce que je pensais qu'il serait. Je savais pas quoi penser. En fait, le truc, c'est que le casting, Margot Robbie et surtout Ryan Gosling qui, en ce moment, a tendance à faire des films, alors je laisse un peu Greyman, mais qui étaient des films un peu où il prenait des risques, où on sentait qu'il faisait vraiment des choix pour aller sur tel ou tel film. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre dans un film Barbie, quoi? Parce que derrière Barbie, les gens qui possèdent les droits sont pas forcément les plus funky du monde du business. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quoi. Et de plus en plus, il disait, le scénario est un des meilleurs scénarios que j'ai jamais reçu. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que sur le principe d'une licence Barbie, comment faire un film qui est un bon film? Et ils ont réussi. C'est-à-dire que au début, c'est-à-dire d'imaginer que c'est la poupée qui vient dans le monde réel, c'est presque un scénario des films des années 80, mais des films des années 80 clichés et barbants. Et ce qui est génial aussi, c'est que le film se place de manière extrêmement moderne sur plein de sujets, un peu de la place de la femme, la place de l'homme, etc. Mais le fait avec beaucoup d'humour. J'ai trouvé ça hyper marrant quand du coup Ken découvre le patriarcat et amène le patriarcat dans le monde de Barbie. J'ai trouvé ça vraiment et tu te prends à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, ce qui est pas ce côté vraiment attente de la surprise d'après. Le film c'est très très bien le gérer et j'avoue que la réalisatrice, dont j'ai déjà oublié le nom, sur ses précédents films, je pensais pas qu'elle aurait autant de capacité de me surprendre sur celui-là. Et du coup, de savoir qu'elle va avoir entre les mains la franchise du monde de Narnia me rassure énormément. Moi, j'ai pas lu les bouquins et j'ai pas du tout aimé les films. Et du coup, de me dire que là, c'est quelqu'un comme ça qui peut avoir autant d'idées qui va l'avoir en main, j'ai vraiment trouvé ça cool. Le dernier quart du film est un petit peu longué, je trouve, c'est son seul défaut. Mais voilà, même la direction artistique, enfin vraiment, il y a tellement d'idées. Enfin, c'est voilà. Pour moi, c'était une très très belle surprise. Le film est réussi, si tu mets par exemple ces images, ma chère Daniel, le film réussit parfaitement à garder la direction artistique des jouets, tout en faisant une vraie œuvre d'art un peu... Enfin, vraiment, c'est un vrai succès, c'est une vraie compréhension du look, de l'esthétique pop et tout. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de bien à dire sur ce film. Je pense, attention, parce que du coup, là, je dis un petit peu ce que j'ai trouvé de bien. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, parce que notamment, il y a ces parties du film où on s'ennuie. Mais en fait, la force du film, c'est qu'il me surprend. Je pense que je reverrai jamais ce film, mais de me surprendre sur un film Barbie, je trouve que c'est déjà un tour de force incroyable. Et voilà, le casting est ouf et vraiment joue le jeu.
et on sent qu'ils s'éclatent, quoi. On sent que quand ils ont des scènes où ils vont tous d'un seul coup faire un musical, où ils vont faire une bataille de danse et tout, on sent que tous ces acteurs surkiffent d'être présents, et c'est un plaisir à voir. Voilà. Bah moi, mon cher Greg, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai jamais imaginé que ça allait être un blockbuster, en fait, ce Barbie. Quand il a été annoncé, réalisé par Greta Gerwig et tout, c'était une évidence que ça allait être un espèce d'ovni. Et d'ailleurs, on en avait parlé très vite comme ça. Le fait que, par exemple, le scénar soit écrit par Noah Baumbach, pardon, j'ai massacré son nom, mais c'est un excellent scénariste qui avait notamment écrit La vie aquatique pour Anderson, qui avait fait Marriage Story récemment avec Adam Driver et Scarlett Johansson sur Netflix, et Greta Gerwig qui avait fait Lady Bird, qui était très bien. Et les déclarations des acteurs très vite. Margot Robbie avait dit que c'était pas du tout le film qu'on imaginait, que c'était un film qui allait étonner. Enfin, ça sentait vraiment avec l'annonce du casting et tout, le film qui allait nous surprendre. C'est le cas. Le film surprend. Le truc, c'est que moi, j'imaginais pas qu'il allait être autant connecté à lui. Enfin, si, forcément, mais j'avais pas imaginé. En fait, j'avais énormément de mal à imaginer ce que pouvait être ce film. Et qu'il soit autant connecté aux produits Mattel, à la marque Mattel, etc., m'a un peu étonné. Moi, le film, je l'ai trouvé franchement bon, mais je l'ai trouvé très bon dans le fond, moins dans la forme. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les différents délires du film. Les chansons, il y a certaines scènes, le personnage de Ken, etc. Par contre, ce qui est dessous, le sous-texte du film, tout le discours sur la place des femmes, sur le patriarcat, sur l'hypocrisie de certaines boîtes. Mattel en prend plein dans la tronche, mais derrière, il faut lire aussi d'autres boîtes. Tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Et au final, ça fait que c'était un bon film. Et son succès, j'ai du mal à l'expliquer, parce que le film est clairement pas un film grand public. Et là où c'est étonnant, et c'est aussi, moi je pense qu'il le savait, c'est qu'il savait que le film allait piéger certaines personnes qui allaient le voir. Alors je dis pas que la majorité des gens qui sont allés voir ont été piégés, pas du tout. Mais dans toutes les séances, moi j'ai des proches qui sont allés voir au cinéma, dans la salle, il y avait des enfants de 3-4 ans. Quand on voit Barbie, on se dit mais le film n'est absolument pas adapté à un enfant de 3-4 ans. Parce que Barbie, etc. Donc on va voir un film Barbie. Il y a des gens qui ne le savaient pas, ça. Mais après, je pense que le film a été surtout porté par son excellent bouche à oreille. Et il mérite, au vu des autres, quand on regarde, tu vois, la liste des films qui ont cartonné cette année, Barbie, comme spoiler alert Oppenheimer, mérite vraiment d'être à leur place, je trouve. Et c'est une réussite. Mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans certains délires. Et notamment, tu vois, toi, tu trouvais drôle qu'ils ramènent le patriarcat dans le monde de Barbie. Moi, c'est un truc qui m'a gonflé, tout ce passage-là, la guerre entre les Ken, etc. Enfin, l'opposition entre les Barbie et les Ken et tout. Donc voilà. Et donc place à Oppenheimer maintenant. Donc Oppenheimer, le nouveau Nolan. Donc je l'ai dit, biopic, 3 heures sur la vie de J. Robert Oppenheimer. Pareil, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et il y avait eu beaucoup de promos, notamment sur la bombe atomique. Donc j'attendais la scène de la bombe atomique avec impatience. Il y avait d'excellents retours. Donc j'ai été très intrigué par ce Oppenheimer que j'ai longuement attendu. Je dois le reconnaître, c'est une claque. Oppenheimer est une très grosse réussite de Nolan, dans la mise en scène toujours. J'ai trouvé que la scène de l'explosion atomique était réussie. Alors bien évidemment, ne l'ayant pas vu au cinéma, ça ne même si c'est en Blu-ray, ça va pas être pareil qu'en IMAX aux US, ou parce que l'IMAX en France on l'a pas beaucoup, mais même au cinéma tout simplement. Mais la mise en scène très bien, le scénario très intelligent.
C'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi à rendre le format biopic passionnant dans sa construction, avec une dernière heure un peu en mode de thriller. Il y a plein de choses qui fonctionnent très très bien dans le scénario. Je trouve que l'utilisation de la musique est excellente. Vraiment, la musique appuie le côté un peu gigantisme de certaines scènes. Et c'est marrant parce qu'il y a des scènes où la musique porte tellement la scène que celle-ci a beau ne pas raconter grand-chose, ou en tout cas ne rien de nous raconter d'absolument sensationnel, elle arrive quand même à magnifier ce que nous filme et ce que nous montre Nolan. Donc la musique parfait. Mais alors là, vraiment, pour moi, le gros point fort de ce film, et je pense que c'est la fois où Nolan a le plus excellé dans toute sa filmo, c'est dans la direction des acteurs. Le casting est plus que XXL. On a des acteurs qu'on n'a jamais vus aussi bons ou pas vus aussi bons depuis très longtemps. Robert Downey Jr., très bon. Matt Damon, moi je l'avais pas vu dans un... Alors il a un second rôle, mais Matt Damon, je l'avais pas vu aussi bon depuis très longtemps. Emily Blunt, qui est une actrice que j'ai toujours trouvée talentueuse, mais qui m'a jamais crevé les yeux. Là, elle est bluffante dans ce film. Et c'est marrant parce que cette année, je l'avais vu dans la série The English, série anglaise qui a été diffusée sur Canal, et je la trouvais déjà très bien. Et là, elle enchaîne avec Oppenheimer où elle est bluffante. Derrière, il y a un casting avec... C'est incroyable le nombre de têtes connues, quoi. Alors des acteurs qui sont pas forcément des acteurs hyper connus, mais par contre on les a déjà vus. On a le Alden Ehrenreich qui avait joué Solo, qui est très bien dans le film. Jason Clarke, qui est détestable, mais qui est dans ce film, mais qui est voilà, qui est un acteur que j'ai eu plaisir à revoir. Tony Goldwyn de Scandale, on a Kenneth Branagh. Enfin, il y en a des tonnes d'acteurs dans ce film. Et il y en a deux que je veux évoquer là, parce que pour moi, ils sont bluffants dans ce film. Il y a forcément Cillian Murphy en Oppenheimer, qui a après Cillian Murphy, je sais pas s'il a déjà eu un rôle pour Ave. Je le trouvais déjà excellent dans Inception, et il avait un second rôle, mais je le trouvais très charismatique dans Inception. C'est un des acteurs fétiches de Nolan. Là, il est omniprésent et il est parfait d'un bout à bout. Pour moi, il est très clairement à mettre dans la liste des Oscarisables côté acteur. Et l'autre que je veux citer, c'est Florence Pugh. Donc la nouvelle Black Widow qu'on avait vue déjà excellente dans Midsommar, mais alors là dans ce film elle a un petit rôle, mais alors elle est incroyable. Moi elle a une présence, elle est énigmatique, elle est vraiment dans ce rôle là, elle est dingue, et c'est au point de se dire que c'est quand même dommage qu'elle s'enferme pas, mais que son planning va être quand même sacrément chargé avec Marvel. Cette actrice a énormément de talent, et chapeau. Et vraiment, Oppenheimer, chapeau. Et en toute transparence, c'est pour l'instant mon film préféré de 2023. Voilà. À toi, mon cher Greg. T'en as pensé quoi d'Oppenheimer ? C'est un bon film, mais qui m'a un peu déçu. Donc j'ai pas du tout le même avis que toi. Alors déjà, Nolan est un de mes réalisateurs préférés. Donc là où Barbie, en étant un bon film, me surprend, et du coup je vous en fais un truc en vous disant à quel point je trouve ça bien, surprenant et tout ça. Eh ben un film peut-être. Je pense que Oppenheimer est un meilleur film que Barbie, et pourtant je suis déçu. Mais pourquoi ? Parce que j'en attends trop, peut-être, de Nolan. J'en attends trop, et c'est un extrêmement bon réalisateur. Mais je trouve que depuis qu'il n'écrit plus avec son frère, ça se voit, ça se sent, et ses films sont moins bien ficelés. Je trouve que il
il y a un manque de. En gros, le film, s'il traitait d'autre chose, je dirais pas. Enfin, j'aurais sans doute pas les mêmes arguments, mais j'ai vu. Enfin, quand le film est sorti, Oppenheimer, j'étais à Hiroshima au Japon. Et du coup, forcément, quand il y avait beaucoup de news autour du film, moi, ça m'a donné envie de beaucoup me renseigner, en plus vu l'endroit où j'étais. Et du coup, je suis allé au musée pour la paix d'Hiroshima. J'ai essayé de lire des résumés de thèses sur le sujet et tout. Et le truc, c'est que la finalité, c'est que je trouve vraiment que le film passe presque à côté du sujet, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle des bombes sous le prisme d'Oppenheimer, mais il n'y a pas une image sur les victimes. C'est un sous-entendu constant. Quoi ? Justement, je suis très étonné parce que c'est vraiment fait exprès et ils appuient dans le film dessus. Sur le fait qu'on voit pas les victimes, qu'on voit pas les bombes, c'est volontairement. Et c'est pour moi une erreur. C'est ce qu'a fait l'armée américaine avec Oppenheimer. Et comme c'est un biopic sur Oppenheimer et qu'il est exclu du processus des bombes justement sur le Japon, une fois que c'est lancé et qu'il a créé la bombe, il est plus du tout dans la machine. Et le film insiste dessus. Je suis pas sûr de comprendre où tu vas. C'est un choix du film, on est d'accord. C'est un choix que je n'aime pas. Ça, c'est mon point de vue. Et je sais pas ce que ça veut dire, Oppenheimer n'est plus dedans. Oppenheimer est dans la décision, le film le montre, même dans la décision où il décide des villes qui sont ciblées. On montre, et le film ne s'arrête pas là, le film parle aussi d'Oppenheimer après, où c'est une des personnes qui est les plus vocales sur la question du nucléaire, donc le film ne s'arrête pas. Oui, mais pas sur les bombes. On le voit bien, il apprend que les bombes sont tirées, il l'apprend à la radio. Oui. Il le sait même pas que. Donc il est bien, il le montre qu'il est exclu. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par là, parce qu'il a les dates, il participe à la réunion où il décide des villes. Ça veut dire quoi ? Il est pas dans les. Ça veut dire qu'à un moment, ils disent merci, reste à ta place. Ça... Exactement, c'est ça. Cool. Et donc après, cool. Donc du coup, on n'a pas les bombes qui ont pété. Et le film est autour de la bombe atomique quand même. Enfin, donc de ne pas montrer de victimes, je trouve que c'est un peu bizarre. Le truc, c'est que la scène où le Trinity, donc la bombe essai, explose, je trouve qu'elle est décevante. Elle est pas très bien réalisée. Enfin, quand je dis pas très bien réalisée, la scène est bien tendue, etc. Mais là où on s'attendait à un truc incroyable de réalisation, c'est une des scènes les moins marquantes du film, je trouve. Il y a plein de scènes où il est juste avec sa femme, la scène où ils donnent leur enfant. Il y a plein de scènes que je trouve plus marquantes que la scène sur la bombe, alors que elle est centrale, la manière dont elle est positionnée dans le film. En plus, ça se voit qu'ils ont décidé qu'elle était centrale dans le film. Donc je trouve ça dommage. La manière dont ils parlent de pourquoi les Américains tirent cette bombe par rapport à ce que les historiens ont l'air de s'accorder à dire, je trouve que c'est dommage qu'ils en disent aussi peu et qu'une seule partie du point de vue de est-ce que c'est justifié ou pas, etc. Il y a plein de personnes. Alors j'ai cru comprendre que le consensus est de pas mal de scientifiques, d'historiens, et de dire qu'il y a de nombreuses raisons qui laissent à penser qu'il fallait effectivement qu'il la tire, mais il y a des courants aussi qui laissent à penser que c'est pas le cas, et ce serait pas mal qu'on entende ces voix dans ce film. Ça rendrait Oppenheimer encore plus critiquable et humain, et tout le camp des scientifiques, je trouve, essaye d'être la voix du peut-être, etc., mais n'a pas d'argument, manque d'arguments. Donc c'est un film, et la partie vraiment genre procès d'intention qui lui est fait, et je trouve qu'on a eu la chance d'avoir des très grands films sur des grands procès, des choses comme ça, que j'ai trouvé mieux réalisés, avec des dialogues plus tendus. Et du coup, là, tout est bien, mais c'est vrai que en fait, Nolan, c'est un réalisateur dont on sait qu'il peut faire de l'excellentissime. Et c'est sûr que
là, il fait un bon film. Et le sujet, enfin, j'attendais encore plus. Donc, il faut faire attention. Des deux, là, je sais que à la voix, je sonne le plus négatif sur les deux films, alors que je pense qu'Oppenheimer est un meilleur film. Mais c'est un film qui est fait par un réalisateur que je préfère et dont j'attends tellement que sans doute j'en attends trop, quoi. Mais je suis étonné parce que les réserves des scientifiques et les pro-bombes et les anti-bombes, c'est un discours qui est très présent dans le film. Alors, qui occupe quand même une énorme place. Et Oppenheimer a des regrets. On a quand même le point de vue, et là c'était intéressant d'avoir aussi le point de vue d'Einstein, de tous les scientifiques qui travaillent avec lui. Ils sont quand même pas tous d'accord avec l'utilisation de la bombe. Il y a quand même un débat sur est-ce qu'il faut le faire ou pas. On voit dans le bureau du ministre de la guerre, on voit que la situation échappe complètement à Oppenheimer. Enfin, il y a quand même l'enjeu moral de faire les bombes. Et il y a un gros débat plus importants du film. Dans ce que j'ai pu lire, il y a un gros débat sur le fait que potentiellement ils ont tiré les bombes juste pour justifier qu'il y a eu 2 milliards. En plus, c'est 2 milliards à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec l'inflation, aujourd'hui, on parlerait de sommes beaucoup plus importantes. Donc, il y a eu 2 milliards qui ont été dépensés par l'État américain pour la recherche de cette bombe. Et il y avait une vraie crainte de l'État américain que si aucune bombe n'était tirée, que dans un pays en friche, après-guerre, etc., les Américains en veuillent particulièrement leur gouvernement si les bombes n'étaient pas tirées. Ça, c'est un argument qu'on peut lire à plein d'endroits. C'est un des arguments majeurs qui est donné au musée, par exemple, pour la paix. C'est un argument qui n'est jamais entendu. Il y a vaguement une phrase une fois. Autre argument, il est un peu entendu quand même. La somme est évoquée et ils le disent que le programme, il n'a pas été fait pour rien. Pas de la manière dont c'est débattu historiquement. Autre point, il y a des historiens font tout débat sur le fait que les Russes et les Japonais étaient en train potentiellement de tracter, de discuter pour une paix, ce qui faisait peur aux Américains pour du coup se retrouver avec les Russes qui sortiraient encore plus vainqueurs que les Américains de cette guerre. Et du coup, c'était aussi un moyen d'empêcher ces potentiels pour parler de paix. C'est plein de théories d'historiens. Visiblement, tout est un petit peu vrai, tout est un petit peu faux, parce que c'est un ensemble de tout ça qui a mené à toutes ces discussions. C'est même pas évoqué. Là, ils disent Staline a dit tirer sur eux. En gros, le truc, c'est que le film simplifie les choses. Sur des points, il va vraiment dans le détail dans d'autres. Ok, j'ai envie de dire, c'est pas Nolan n'est pas un historien qui se trouve faire du cinéma. C'est pas mon propos. C'est un grand réalisateur qui sait en mettre plein les mirettes et qui sait faire un cinéma intelligent. Donc déjà, on a de la chance qu'il soit présent. Mon point, c'est de dire qu'en fait, les axes qu'il développe, je trouve qu'ils sont un peu dommages dans ce que j'ai cru voir être le savoir historique actuel. Et je ne suis pas du tout historien. Je me suis basé encore une fois sur voir un petit peu quels étaient les consensus. Et l'autre point, c'est encore une fois sur la réalisation pure. Je vais juste terminer ma phrase. Sur la réalisation pure, je trouve qu'elle est décevante. La bombe atomique est un bon exemple. La bombe atomique, à un moment, tu parles qui est lambda, quoi. Alors, la scène sur la bombe atomique, je te rejoins complètement. Je pense qu'on nous l'a survendu. Après, tu parles de consensus et de débats d'historiens, je suis d'accord avec toi. Mais les débats sont sur Hiroshima et Nagasaki. Ils sont pas sur Oppenheimer. Et là, on est sur un biopic sur Oppenheimer. C'est pas un film sur Hiroshima et Nagasaki. Il parle que des bombes. Mais non, justement, le film ne parle pas que de ça. Il parle énormément du communisme. Il parle énormément de l'après-bombe, de la posture de Oppenheimer sur les conséquences de la bombe, de ce que ça change au niveau géopolitique, de la bombe H, de ses relations avec les autres scientifiques, de comment lui vit en tant que juif ce qui est en train de se produire en Allemagne. Le film parle de plein de choses, bien sûr de la conception de la bombe, mais et c'est pour ça que j'ai trouvé le film
Alors, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'aurais voulu voir davantage de choses sur dis... Hiroshima et Nagasaki. Attends, je finis. Ouais, ouais. Mais le film, justement, j'ai eu l'impression que Nolan, volontairement, voulait te heurter dans le fait de... Il a fait la bombe, ça s'arrête. Pour lui, ça s'arrête. Tu as fait ton job, t'as été crucial. Maintenant, c'est nous qui prenons les rênes et c'est nous qui tirons sur Nagasaki et Hiroshima. Alors, tu as raison. Et d'ailleurs, quand il est jugé, quand il est en commission, ils le disent. Tu étais là quand tu as participé au choix des villes. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est terrible quand il parle des villes. Mais c'est sur Oppenheimer. Et alors, on aurait pu voir en effet sur les victimes et sur le drame terrible qui a été les deux bombes. Mais les victimes sont évoquées aussi. D'ailleurs, quand Oppenheimer les évoque, c'est glaçant, je trouve. Mais le reproche que tu fais là à ce point-là, je l'entends, je le comprends. Mais le film, c'est sur Oppenheimer. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Si ça avait été un film, tu vois, sur Hiroshima et Nagasaki, le fait le fait que ce soit pas plus creusé que ça aurait été en effet particulièrement dommage. Là, moins. Alors, mon point, on est d'accord, c'est pas de dire que le film devrait tourner que autour de pourquoi les bombes et pourquoi sur cette zone-là. C'est pas le sujet du film, ça, on est d'accord tous les deux. Mon point, c'est de dire que le film aborde le sujet et le traite de manière tellement parcellaire qu'un spectateur part avec une idée qui n'est pas l'idée du consensus historique actuel. Et donc, c'est un point de vue de Nolan. Soit c'est parce qu'ils ont voulu tellement simplifier que ça a trahi le propos, peut-être que c'est son point de vue et ses recherches à lui qui l'ont amené à avoir une autre idée. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais on parle de quelqu'un qui a aidé à créer les bombes, ne pas montrer les victimes des bombes, je trouve que c'est une grosse erreur de mise en scène. Voilà, c'est mon point de vue. Tu peux argumenter que en fait, ils auraient fallu qu'ils mettent plus d'équations pour montrer à quel point les équations étaient l'avis d'Oppenheimer. Très bien, très bien, très bien. Mais on a montré la partie abstraite et la partie concrète de la création des bombes, de montrer ce qu'elles font. Je trouve que c'est très étrange que le film ne l'ait pas. Voilà, c'est mon point de vue. Je comprends. Est-ce que le montrer aurait été plus efficace que la manière dont c'est évoqué, où il y a des, tu vois, il y a des images quand même quand ils écrasent ce qui ressemble. Enfin, il y a l'image de ce qu'aurait pu être un squelette, etc. C'est très dur hein, aussi dans ce que dit Oppenheimer des conséquences de la bombe. Donc c'est pas totalement passé sous silence. Et surtout, quand tu finis le film, t'as vraiment le sentiment qu'Oppenheimer, il a le regret, comme Einstein d'ailleurs regrette. Donc je vois où tu veux, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve quand même que le film ne passe pas complètement à côté, tu vois. Alors il y a une vidéo met pas sur un YouTube voile que vous sur pourrez cet trouver facilement, qui est sur une interview d'Oppenheimer, qui est sur l'INA si je me trompe pas. Où il répond à une journaliste qui lui pose une question, je crois que c'est dans les 60, fin 60, début 70, fin 60, et qui lui dit est-ce que vous avez des regrets sur la bombe? Et Oppenheimer, donc là on n'est pas dans le film, on est dans le vrai, et Oppenheimer fait une réponse. On sent que c'est quelqu'un d'extraordinairement logique, qui est arrivé à des conclusions logiques et qui forme une espèce de barrière qui l'empêche de devenir fou de la culpabilité de ça. Et c'est vraiment ça crève l'écran quoi. Quand on regarde ce reportage en noir et blanc où on voit, enfin ce reportage ça dure un quart d'heure je crois, cette vidéo sur YouTube, et ce personnage que je ne connaissais pas avant, qui est ce que j'ai vu le plus d'un quelqu'un qui essaye. On a déjà vu la science qui devient folle. On a déjà vu ce qui s'est passé dans les camps. On a déjà vu pour ceux qui s'intéressent à ça, et les camps au Japon aussi d'expérimentation. On a déjà vu quand la science prend tellement de recul sur l'humain qu'elle en devient horrible. Et en fait, lui, c'est quelqu'un qui a pris, avec sa science, a pris énormément de recul,
mais ne trahit pas son humanité parce qu'elle est derrière ces mots. Et cette scène que j'ai vue de 15 minutes filmée en noir et blanc avec une image un peu pétée d'un reportage des années 60, je trouve qu'elle m'a mieux situé tout qui est Oppenheimer que le film. Et le film m'a moins ému que ce moment-là. À l'astérix près, que sa relation avec sa femme et la relation qu'ils ont avec Florence Pugh, de cette espèce de triangle, et sa vie personnelle, là par contre, et Emily Blunt et Florence Pugh créent un truc qui est poignant, ça c'est présent, mais Oppenheimer, ce moment de vérité, de documentaire, je ne l'ai pas retrouvé aussi fort dans le film. C'est peut-être aussi ça qui a joué avec cette déception. Mais encore une fois, attention, c'est pas parce qu'on dit qu'un film n'est pas parfait que ça veut dire qu'il n'est pas bon. Je l'ai dit au début, je pense que des deux, Oppenheimer est le meilleur film, mais une succession de déceptions que je ne peux pas m'empêcher d'avoir quand je repense à ce film. Je te relaisse la parole, mon cher Pierre. Non, mais moi j'ai bien compris que tu considérais pas le film comme un mauvais film. Et d'ailleurs, on peut trouver de nombreux défauts dans un film qu'on a trouvé très bon. Tout n'est pas mauvais ou parfait. Donc voilà, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Barbie et d'Oppenheimer. Et puis voilà aussi du phénomène qui a été le Barbenheimer. Moi, je me demande si on revivra un phénomène ciné aussi étonnant que ça. Probablement, mais un truc qu'on n'a pas vu venir. Et c'est aussi ça qui fait que j'aime autant le box-office et l'industrie hollywoodienne. On est toujours surpris. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à appuyer sur la petite cloche en haut pour avoir les notifs si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Merci aux tipeurs pour votre soutien et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.